Bonjour, bienvenue à ce webinaire qui fait suite aux deux webinaires précédents qui sont notamment consacrés à la lecture et à la prise de notes efficace. Alors ce webinaire aujourd'hui s'intitule « Méthodes et stratégies, organiser et synthétiser sa prise de notes ». Quand on fait référence à la prise de notes, c'est en fait tout ce qui est annotation lors des lectures et également prise de notes des cours. Alors, après une brève présentation de nos services, je vais faire un retour sur les stratégies de lecture et de prise de notes que vous avez peut-être expérimentées, mais en tout cas qu'on a vu donc dans les deux webinaires précédents. Ceci vous permettra peut-être de vous auto-évaluer, de faire un petit point sur ce que vous avez essayé et sur éventuellement les ajustements que vous pourriez y apporter. Ensuite, nous décrirons certaines stratégies destinées à favoriser la compréhension et l'intégration des informations qu'on a lues, qu'on a annotées ou qu'on a notées pendant les cours. Enfin, il sera temps pour vous de mettre en place peut-être un plan d'action pour essayer des nouvelles stratégies de synthèse et d'organisation de la matière. Et ensuite, à la fin, mais aussi au cours de ce webinaire, vous pouvez très bien m'écrire, envoyer vos questions et je vais m'efforcer d'y répondre du mieux possible. Pour ceux par contre qui visionnent ce webinaire par le biais de YouTube, c'est une possibilité que vous n'avez pas, mais vous pouvez toujours nous contacter à nos bureaux, à nos locaux. On va vous donner les coordonnées dans les diapositives suivantes. Donc concrètement, les objectifs de ce webinaire, c'est tout d'abord de vous permettre de dresser un certain bilan sur les stratégies que vous avez essayées durant les dernières semaines, stratégies de lecture et de prise de notes efficaces. Ensuite, nous voulons donc explorer des stratégies d'exploitation des notes ou des notes donc, de cours ou des notes de lecture en contexte universitaire. Et donc, pour finalement préparer un plan d'action destiné à mettre en œuvre certaines stratégies que vous trouverez peut-être pertinentes ou en tout cas à expérimenter. Alors, je m'appelle Anne Plisson, je suis orthopédagogue au Centre étudiant de soutien à la réussite de l'Université de Montréal. Je collabore notamment avec Joël Varin, mais aussi avec toute une équipe de psychologues et de neuropsychologues en soutien à l'apprentissage, et notamment José Sabourin qui va intervenir dans ce webinaire pour nous parler de différents aspects un peu plus psychologiques, mais qui sont liés aussi aux méthodes d'études. Donc, nous faisons partie du soutien à l'apprentissage, du César, mais le César, c'est aussi d'autres services qui sont à votre disposition, tels que l'information scolaire et professionnelle, l'orientation scolaire et professionnelle, le conseil carrière, le centre de communication écrite ou encore le bureau de soutien aux étudiants en situation de handicap. Donc, tous ces services sont à votre disposition et nous sommes là pour vous accompagner, pour vous soutenir dans les différentes étapes de la vie étudiante et dans les différentes tâches que vous avez à réaliser. Donc, dans le webinaire consacré notamment aux stratégies de lecture efficace, nous avons mis en évidence, outre le fait d'identifier l'environnement favorable pour lire, la pertinence de faire un survol avant la lecture. Ce survol est destiné à vous permettre de connaître à peu près la structure du texte, de repérer où se trouvent les informations et d'avoir une idée assez globale de l'objectif de cette lecture. C'est notamment ce qui va vous permettre de cibler, de clarifier une intention de lecture qui vous permettent donc d'être efficace dans la lecture, de ne pas perdre de temps et d'aller directement lire les informations qui correspondent à vos besoins. Nous avons également parlé de l'annotation qui nous permet de rester actifs durant la lecture et qui permet de rendre compte des éléments, de souligner les éléments qui sont importants, qui correspondent à nos besoins et les liens qu'on peut créer. Dans le webinaire
consacrée aux stratégies de prise de notes efficaces, eh bien, nous avons vu que l'enjeu surtout c'est de trouver l'équilibre entre écouter, observer d'un côté et noter d'un autre côté. Il s'agit donc de développer des habiletés d'identification, de sélection et d'organisation de l'information qui vont favoriser la compréhension et la rétention de l'information. Un autre élément clé que nous avons vu, c'est la préparation de la prise de notes. Cette préparation va nous aider à identifier, à mettre en évidence les concepts clés du cours et puis à repérer donc les éléments importants associés à ces concepts, ce qui va nous permettre en fait d'organiser nos notes de manière à mieux s'y retrouver lorsque vient le temps d'y revenir. Donc on avait parlé aussi d'une mise en page de la prise de notes, donc préparer sa mise en page pour mieux organiser les informations. Donc je vous propose de réfléchir, de prendre un petit moment pour dresser un bilan sur les stratégies que vous avez peut-être essayées durant les dernières semaines. Vous pouvez vous demander quelles stratégies me sont apparues les plus utiles et pourquoi. Quelles stratégies m'ont demandé le plus de temps, le plus d'efforts et pourquoi à nouveau? Quelles autres stratégies vous aimeriez peut-être essayer ou comment est-ce que vous pourriez bonifier celles que vous avez déjà mises en place? Enfin, quels sont peut-être les défis qui demeurent pour vous en situation de lecture et aussi en situation de prise de notes? Donc, vous pourrez réfléchir à nouveau à ces questions pour dresser un petit bilan. Ces bilans sont essentiels et il est essentiel de les faire régulièrement pour justement réussir à apporter des ajustements qui soient vraiment profitables pour vous. Donc comme je vous le disais, ce webinaire a pour objectif de présenter des stratégies de réinvestissement des informations. Il s'agit donc d'essayer de trouver des stratégies qui répondent à ces questions. Que faire après la lecture ou après la prise de notes d'un cours? Comment est-ce que je peux retenir ce que j'ai lu, ce que j'ai noté? Comment je vais pouvoir établir des liens peut-être avec d'autres textes, avec d'autres notions qui ont été abordées dans le cadre du cours? Donc, qu'est-ce qui permet de faciliter le rappel et le réinvestissement des informations, la création de liens entre les concepts, la mémorisation, l'attention, la concentration? Est-ce que le simple fait de lire et de relire et de relire et de relire, est-ce que c'est suffisant réellement pour comprendre? Parce que la mémorisation, le fondement de la mémorisation, c'est l'organisation logique de l'information. Or, pour organiser logiquement les informations, il faut les comprendre. C'est-à-dire rassembler des éléments de contenu dans un tout qui soit cohérent, qui soit logique pour vous surtout. En faisant aussi des liens, si possible, avec les idées, avec des exemples, tout cela dans l'objectif d'identifier le fil conducteur du propos. Donc, dans cette optique, vous comprenez que la compréhension de l'information est indispensable à sa mémorisation. En fait, on ne retient bien que ce qu'on a compris, ce qu'on s'est approprié réellement. Donc, on va parler de deux ensembles de stratégies dans ce webinaire, des stratégies de gestion mentale de l'information dans un premier temps, et puis, dans un deuxième temps, des stratégies de synthèse de l'information. Mais avant d'aller plus loin, je vais laisser la parole à ma collègue José Sabourin qui va vous parler du
traitement, il va vous présenter un modèle de traitement de l'information qui devrait vous permettre de bien comprendre en fait la nécessité de manipuler, de gérer mentalement l'information et de la synthétiser. Alors, bonjour. Comme le disait ma collègue Anne Plisson tout à l'heure, nous allons parler de la gestion mentale de l'information lorsqu'on fait de la synthèse et de la lecture. Et pour mieux comprendre la complexité de ce que c'est, cette opération-là, on va utiliser un modèle du traitement de l'information, un modèle cognitif, enfin, qui intègre également la modulation émotionnelle. Donc, regardons la première dimension du modèle. On voit qu'un environnement va nous permettre d'avoir un registre sensoriel, c'est-à-dire de percevoir quelque chose. Alors, dans ce cas-ci, l'environnement pourrait être, par exemple, tout simplement la lecture. Et l'environnement de travail, la lumière, le type de mots qu'on va avoir à décoder va quand même être important. Alors, dans un premier temps, tout ce qu'on fait, c'est percevoir ce qui se passe. Mais rapidement, il va y avoir la dimension de l'attention qui va venir s'installer. Et là, on va voir un effet tunnel. En fait, l'attention nous amène vers la mémoire de travail. La mémoire de travail dans le modèle du traitement cognitif de l'information, c'est notre mémoire à court terme. Et elle est assez particulière dans sa façon de fonctionner, c'est-à-dire qu'elle sera temporaire. Elle va durer seulement un maximum de 2 minutes. Et il va y avoir également, pour maintenir l'information et faire le traitement comme tel, on va aussi seulement avoir la possibilité de traiter quelques éléments à la fois, entre 5 et 9 en moyenne. Donc, on voit que la mémoire de travail, c'est elle qui est activée. C'est là la complexité, compte tenu du fait qu'elle est limitée. Mais si on veut stocker de l'information, parce qu'on est en train de lire, on est en train d'apprendre, là, on va utiliser notre mémoire à long terme. La mémoire à long terme fait référence à l'ensemble des savoirs qu'on a et elle est illimitée, quasi permanente. Cependant, lorsqu'on veut synthétiser, on va souvent aller rechercher de l'information de la mémoire à long terme pour produire une réponse, une organisation, une synthèse. Donc, c'est une dynamique entre les deux qui va s'installer. C'est pour ça qu'il y a une complexité. Maintenant, pour nous aider encore plus à saisir, il faut savoir qu'on a d'autres choses qui vont nous aider à traiter cette information-là. Ça s'appelle les fonctions exécutives. Les fonctions exécutives vont nous amener à sélectionner l'information prioritaire, vont nous amener à être capables de gérer des buts, donc de réaliser la tâche qu'on s'était fixée pour faire, par exemple, la catégorisation qu'on veut faire, et vont nous aider à contrôler ou, je dirais encore plus spécifiquement, inhiber l'information non souhaitée, non nécessaire et contenir. Donc, vous voyez que c'est très dynamique. Et il arrive tout à coup l'affectivité, la gestion émotionnelle, la modulation émotionnelle. C'est là que la complexité va se déployer encore plus. En partant, vous voyez ici, on l'a mis en vert, là, il y a comme une espèce de cercle d'ovale qui va toucher surtout quoi? Ça touche la mémoire de travail principalement, dépendant de l'intensité de l'émotion. Ça va toucher aussi les registres sensoriels, c'est-à-dire notre perception de la réalité, et également les fonctions exécutives peuvent être différentes, peuvent être limitées par l'espace que va prendre l'émotion. Donc, vous voyez que aussi, vous connaissez bien sûr nos émotions, elles viennent comme des vagues, elles sont variables, elles sont temporaires, on ne sait pas quand est-ce qu'elles vont partir, mais pendant un certain temps, elles vont mobiliser une partie de la mémoire de travail, du registre sensoriel et des fonctions exécutives. Donc, on vient de perdre une partie de notre capacité. Et c'est souvent un des éléments qui crée une sorte d'inquiétude, même voire de panique. Comment je vais faire pour traiter l'information? Je n'arrive plus à être capable de vraiment fonctionner. Pourtant, on fonctionne encore parce que vous voyez, la mémoire à court terme, elle n'est pas complètement utilisée par l'émotion. Et également, les fonctions exécutives non plus, le registre sensoriel. Donc, on peut toujours se débrouiller, même si on a une diminution de notre capacité temporairement lorsqu'il y a une intensité d'émotion. Si l'intensité est très grande, ça se peut que ça prenne toute la place, mais ça, c'est quand même plus rare. Donc, ce qu'on va faire, c'est que les stratégies, ça pourrait être, les premières stratégies, ça va être de prendre le temps de
observer ce qui se passe, d'être capable d'identifier les émotions et les valider permet, on dirait, de prendre un peu de recul par rapport à la dimension affective. Et également, ce qu'on va faire, c'est comme si on modulait, on redonne l'espace aux fonctions exécutives pour donner un délai, moduler la dimension affective qui tout à coup va arriver. Bien sûr que la dimension affective peut être la peur, donc le stress. Il y a des émotions négatives, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des émotions positives. Dans l'affectivité, il y a également la joie, donc le plaisir d'apprendre, la curiosité, le fait d'avoir une satisfaction face à l'organisation qu'on est en train de réaliser. Maintenant, un peu plus tard, je vais revenir pour parler de façon un petit peu plus spécifique de stratégies liées au stress et à l'anxiété. Alors, pour assurer la compréhension des contenus, il est important de gérer mentalement les informations qu'on a lues, qu'on a annotées, pendant le cours. Pour cela, on peut se parler, commenter le texte, se poser des questions, se demander, mais voyons, ce type d'information, de quoi s'agit-il? Est-ce qu'on est en train de définir un concept? Est-ce qu'on m'expose une théorie? Est-ce qu'on me parle de conséquences peut-être, de causes, de préalables? Donc, vous voyez qu'on va se poser des questions qui nous permettent, encore une fois, de rester actifs durant cette lecture, cette prise de notes, et puis déjà faire un travail de manipulation mentale des informations en vue de la bonne compréhension, le bon repérage aussi des types d'informations. On peut essayer aussi d'imaginer, de se créer des images mentales de différents types. Par exemple, on pourrait peut-être se mettre dans la peau du futur professionnel que nous allons être, peut-être le futur physiothérapeute qu'on va être ou le futur psychologue qu'on va être, de manière à, encore une fois, bien comprendre les informations, essayer de faire des liens avec la pratique ou avec d'autres concepts. On peut aussi utiliser un support mental qui va nous aider à enregistrer l'information. Par exemple, se créer un parcours ou utiliser l'illustration d'une maison dans laquelle la maison en fait est le thème du cours abordé ou de la lecture qu'on a faite. Et puis chaque pièce correspond à des concepts qui sont liés à ce thème. Donc on va comme ça utiliser un support mental mais visuel qui nous permet de mieux comprendre la matière. Ces deux types de stratégies vont nous permettre donc de mieux qualifier, de mieux catégoriser les informations. Donc vous voyez qu'on est dans une optique de compréhension, d'appropriation de la matière. Et ça passe d'abord par la catégorisation, la qualification de l'information. On peut également tirer des conclusions partielles. Donc au fil de notre lecture ou de notre révision des notes de cours, on va sectionner la matière et puis on va prendre des pauses régulièrement. Par exemple, pour à la fin de chaque concept développé. Ce qu'on veut, c'est générer des mini-synthèses. Se dire, jusque-là, voilà ce que je sais. Voilà ce qu'on m'a donné comme information. Voilà comment est-ce que je peux comprendre ce concept-là. On m'a donné, pour comprendre ce concept, tel type d'information. Voici les liens entre ces informations et voici le lien entre ce concept et le thème qui est abordé. Donc vous voyez qu'il y a un peu deux phases de gestion mentale. C'est d'abord la catégorisation de l'information et puis une première réflexion quant à l'organisation de ces informations-là, de ces éléments de contenu. En ce qui concerne la synthèse de l'information, il s'agit pendant et après la lecture et la prise de notes, peut-être d'essayer de regrouper les informations. Donc on a catégorisé les informations, on a différents types d'éléments, mais on se rend compte que ces différents types d'éléments peuvent être regroupés dans un plus grand ensemble.
ce qui va faciliter la mémorisation des informations. On est en train de réorganiser en fait la matière à notre manière pour avoir plus de chances de se l'approprier. On pourrait aussi illustrer un cycle, une chaîne de cause à effet. Vous voyez que on veut rassembler, puis on veut aussi synthétiser de manière visuelle si possible. On veut mettre en évidence également, identifier les exceptions, les applications, les exemples, comparer peut-être des auteurs, des théories, des applications. Et vous voyez que là, on va au-delà du simple fait de lire et de relire, par exemple, une série de théories. Ce qu'on veut, c'est en faire une synthèse, c'est aller plus loin. C'est non seulement rendre compte des théories en fonction des auteurs, mais faire ressortir peut-être les ressemblances entre ces théories, les différences entre ces théories. Parce que peut-être que à l'évaluation du cours, eh bien, c'est comme ça qu'on va interroger notre connaissance. On va peut-être nous demander de faire des différences ou de rendre compte justement de cette réflexion qui va au-delà de la simple relecture des théories ou des applications. On peut aussi rendre compte d'une certaine organisation déjà, notamment dans le temps, hein, une suite logique peut-être ou un processus. Donc c'est pareil, on est toujours dans l'optique de rendre compte d'une synthèse la plus visuelle possible. Alors pour vous aider justement dans cette tâche, on a la possibilité d'utiliser des organisateurs graphiques qui permettent de représenter différents liens entre les informations. Et je voudrais vous parler juste d'un outil que vous pouvez trouver tout simplement dans Word, dans la suite Office. Et dans Word, vous voyez que dans l'onglet Insertion, eh bien, vous avez la possibilité d'insérer des Smart Art. Et ces Smart Art, en fait, sont des organisateurs graphiques. Et ce qui est intéressant, c'est que vous les utilisiez directement ou non, ils vous amènent à une certaine réflexion de synthèse. Cette réflexion, elle est pertinente. Donc c'est peut-être un outil que vous trouverez intéressant à utiliser. Et vous voyez que dans la colonne de gauche, hein, quand la boîte comme ça de Smart Art s'ouvre, eh bien vous avez déjà une certaine organisation. Hein, il y a eu un regroupement des organisateurs graphiques en fonction du type d'information. Et c'est une première réflexion qui est tout à fait pertinente peut-être pour vous. Est-ce que les informations que j'ai correspondent peut-être à une liste, à un processus, à un cycle? Et donc, en fonction de la réponse que vous trouverez à cette question, eh bien, vous allez avoir une certaine proposition d'organisateur graphique. Donc c'est une ressource qui est, à mon sens, assez pertinente et qui va vous aider donc à réfléchir, à synthétiser comme ça la matière, les contenus. Concrètement, je voudrais maintenant vous présenter des exemples. Alors par exemple, voici un petit texte. Donc on est dans un contexte ici de lecture d'un texte. On nous parle de l'apprentissage. On nous dit qu'apprendre, c'est un acte fondamentalement personnel, tant en milieu scolaire que professionnel, mais qui dépend presque toujours de deux facteurs. On nous parle d'un premier facteur interne à l'apprenant, qui comprend sa structure cognitive, son degré d'acquisition des stratégies d'apprentissage, sa motivation, sa capacité à résoudre des problèmes, son potentiel créatif, ainsi que ses stratégies de lecture, d'écriture et de prise de notes. Et puis d'autre part, on nous parle d'un facteur externe à l'apprenant, impliquant entre autres la qualité des programmes, la compétence et l'implication des formatrices et formateurs, la richesse des bibliothèques et des centres de documentation, l'encadrement et le soutien offert à chacune des étapes. C'est un texte qui est ici quand même, somme toute, assez organisé. Mais vous voyez qu'on pourrait très bien en rendre compte de manière assez visuelle, à synthétiser sous forme de cartes conceptuelles ou de réseaux de concepts. Donc on nous parle de l'apprentissage et on nous montre qu'il y a deux types de facteurs. Et à l'intérieur de ces facteurs, il y a des éléments qui sont peut-être plus ou moins pertinents, que je vais sélectionner pour pouvoir m'en souvenir, m'en rappeler et ainsi peut-être illustrer mes réponses, mes propos
dans le cadre d'une évaluation par exemple. On peut aussi utiliser une fiche résumée. Et là, on est davantage sur une forme de liste, en fait. Donc, on parle de l'apprentissage, on a toujours le thème en premier. Et puis, on a deux types de facteurs, A et B, les facteurs A internes et les facteurs B externes. Et vous voyez qu'on a dressé une petite liste comme ça, abrégée. Ce qu'on veut, c'est un contenu organisé, aéré, synthétisé, donc à l'aide d'abréviations. Je vous rappelle, on avait parlé des abréviations dans les webinaires de lecture et de prise de notes efficaces. Il s'agit le plus possible d'adopter un code d'abréviation qu'on va retrouver systématiquement dans tous les cours, dans toutes les situations d'annotation. C'est ce qui nous permet en fait d'automatiser ces codes et donc de gagner du temps. On aurait pu aussi utiliser un tableau. Effectivement, donc là on nous parle encore une fois de l'apprentissage, et puis on a un tableau constitué de deux colonnes, une première colonne pour les facteurs internes et une deuxième colonne pour les facteurs externes. Et à l'intérieur de ces colonnes, on a des éléments à retenir. Si on est dans un contexte de retour sur nos notes à la suite d'un cours, eh bien, de la même manière, on peut, vous voyez que ici, j'ai utilisé la même mise en page que celle proposée dans le webinaire sur la prise de notes efficace. Et vous voyez qu'on a catégorisé donc dans la marge de droite les informations. On a essayé de rendre compte comme ça de notre compréhension des informations. On a qualifié, catégorisé et maintenant on va synthétiser. Et pour ce faire, on va ici faire à nouveau une carte conceptuelle, mais cette fois-ci, on a utilisé un logiciel qui s'appelle CMap Tools. Et vous voyez que ça permet de rendre compte très visuellement des éléments à retenir. Et grâce à ce logiciel, on peut y ajouter des couleurs. Donc il y a plusieurs fonctionnalités qui sont tout à fait pertinentes pour étudier comme ça nos cours. Ce logiciel, voici l'adresse pour pouvoir le télécharger et surtout l'adresse que vous voyez en bas, réseauconceptuel.umontréal.ca, vous donne un lien d'auto-formation. Donc c'est un lien tout à fait pertinent si vous êtes intéressé par ce logiciel, si vous avez envie d'essayer de créer des cartes conceptuelles, parce que vous allez pouvoir être autonome et vous voyez qu'à chaque bulle de concept, en fait, vous allez avoir à gauche un élément accroché qui correspond à tous les documents PDF qui vous permettent de connaître les procédures pour chaque fonctionnalité, Et puis à droite, vous avez le document audio. Donc, qui vous permet tout simplement d'écouter, c'est d'ailleurs un document audio-vidéo, donc qui vous permet de petit à petit développer vos habiletés d'utilisation de ce logiciel. Vous avez également la possibilité de vous inscrire à une formation pour apprendre à utiliser ce logiciel, notamment pour les étudiants au cycle supérieur. On aurait pu également donc utiliser une fiche résumée. Donc c'est toujours le même concept. On veut un contenu organisé, aéré, synthétisé. Vous voyez qu'on retrouve différents éléments qui sont organisés par ordre. On a petit a, on nous a parlé de la société de loisirs. Petit b, oui, mais on n'est pas heureux parce qu'il y a des éléments explicatifs de ce malheur. En conséquence, vous voyez qu'on abrège, on a un petit code, il y a un effet multiplicateur qui se crée. Et petit c, en fait, on se situe dans une société de consommation et on y ajoute ici un élément visuel. Il s'agit d'un cycle. La société de consommation peut être résumée, synthétisée sous forme de cycle. Donc, on le prend. Consommer nous amène à l'endettement et du coup, il faut qu'on travaille de plus en plus. Et donc, plus on travaille, plus on consomme également. On aurait pu utiliser un ou des tableaux et vous voyez que ici aussi, grâce aux flèches, on rend compte du fil conducteur du propos. Donc on a des éléments à retenir, il y a des thématiques
plus importantes, principales. On a des éléments secondaires qu'on entre à l'intérieur du tableau et grâce aux flèches, eh bien, on rend compte de ce fil conducteur, de la logique ou de la cohérence, si vous voulez, du propos. Peut-être que vous avez des cours où il y a beaucoup de lectures. Peut-être que vous êtes au cycle supérieur et que vous êtes en rédaction peut-être d'un mémoire ou d'une thèse et là vous avez énormément de lectures à réaliser et des synthèses de ces lectures à faire. N'oubliez pas que faire des fiches de lecture, c'est un outil qui paraît peut-être un petit peu laborieux au début mais qui est très utile. Parce qu'il rend compte justement des lectures, il vous permet de réinvestir le travail et le temps que vous mettez à exploiter vos lectures. Et vous voyez qu'on retrouve dans la colonne de gauche des éléments principaux. Quel est le thème de cette lecture? Quels sont les auteurs? Quel est le titre de ce texte? Où vais-je pouvoir le retrouver, ce texte? C'est important parce que quelquefois, on lit des articles ou des livres, on les rend à la bibliothèque et on n'arrive plus à les retrouver. C'est dommage. Quels sont les mots-clés qui me permettent de tout de suite repérer, d'y revenir à cette lecture, de voir s'il faut que j'y revienne ou pas? Donc, quels sont les mots-clés correspondant à cette lecture et quels sont les objectifs ou les buts de ce texte? À quelles questions répond-il? Puis dans la dernière ligne, en fait, vous voyez qu'on y marque ici les éléments principaux à retenir ou les réponses aux questions. Donc ça vous permet d'être efficace dans le sens où vous êtes dans une optique, encore une fois, de synthèse. Cette synthèse va vous être utile dans la rédaction de vos écrits notamment. Et puis ça vous permet, comme ça, vous pouvez rassembler plusieurs fiches de lecture pour pouvoir synthétiser, par exemple, la pensée de plusieurs auteurs sur un même thème. Évidemment, les fiches synthèse varient aussi en fonction des contenus. Alors en mathématiques, c'est peut-être un petit peu différent, mais on va retrouver quand même le titre, la notion, le concept, sa définition. C'est une catégorie d'informations qu'on a à peu près dans tous les cours, dans tous les types de cours. Mais quelle est la théorie? Quel est le théorème? Y a-t-il du vocabulaire spécifique pour les termes utilisés? Je vais essayer d'en rendre compte parce qu'il faut que je me l'approprie. Dans tous les cours, c'est évalué votre maîtrise du vocabulaire spécifique, où se trouve la référence. Et puis là, on va sûrement avoir une démarche de résolution du calcul. Quelle est la démarche classique de résolution du calcul et quelle est la démarche de vérification de ce calcul? Y a-t-il un calcul inverse à réaliser pour justement vérifier que mon calcul est bien correct? Quelles sont peut-être les applications? Y a-t-il un exemple typique de cette démarche de résolution, de la démarche de vérification? Où est-ce que je pourrais trouver des exemples qui rendent compte de cette démarche classique, mais peut-être aussi des variantes de cette démarche? Bien souvent, il y a une démarche classique, mais en fonction des éléments qui sont impliqués dans le calcul, eh bien, cette démarche risque de varier. Donc, est-ce que je peux en rendre compte dans cette fiche synthèse? Enfin, y a-t-il peut-être des difficultés rencontrées durant les exercices, des cas atypiques que je dois retenir? Il ne faut pas que j'oublie, en vue par exemple notamment de l'évaluation, que effectivement dans l'exercice numéro 4, je me suis confrontée à ce problème-là et ça a été difficile. Donc il faut que je me souvienne comment j'ai réussi à résoudre ce problème. Alors vous voyez que effectivement tout ce travail de gestion mentale de l'information pour qualifier, pour catégoriser l'information, et puis le travail, la réflexion de synthèse de l'information, de la réorganisation de cette information, eh bien ce sont des tâches quand même relativement complexes et qui peuvent peut-être engendrer un peu de stress, voire de l'anxiété. Alors, je vais inviter à nouveau José Sabourin à intervenir pour justement vous parler de ces dimensions. Une des façons d'aborder la gestion du stress et des stratégies
pour être capable justement de mieux composer avec cette dimension-là lorsqu'on est en train de synthétiser ou de lire. Ça pourrait être de tenter de différencier tout d'abord quels effets ont le stress sur soi, notre manière de travailler, surtout les effets cognitifs et affectifs, et également l'anxiété de performance. Donc, je vous présente une manière de saisir un petit peu la différence entre les deux. C'est-à-dire qu'on va avoir un drapeau rouge lorsque vient l'anxiété de performance. Donc, allons voir en premier l'anxiété de performance. Vous avez, dans la définition, on va parler d'une dramatisation involontaire des échecs potentiels. Donc, on voit qu'il peut y avoir des scénarios catastrophes qui vont s'installer et l'énergie va être tout simplement dirigée vers la menace potentielle perçue. C'est automatique, là, ça va se faire tout seul. Souvent, on va voir que dans l'anxiété versus le stress, on va avoir davantage une intensité aussi. À long terme, on peut avoir des ruminations, mais ce qu'on va voir sur le coup, surtout, c'est un effet de pensée divergente. Donc, on va se sentir un peu perdu. On n'aura pas l'idée du focus. On ne sait plus exactement ce qu'on voulait dire, ce qu'on voulait aller chercher comme information, ce qu'on voulait synthétiser. On peut même avoir des blancs complètement par rapport à ce qu'on est en train de lire. Et ce qui va se passer souvent, c'est que, comme c'est assez désagréable, cet état d'esprit, on va soit éviter la tâche, la repousser. Donc, on va avoir tendance vraiment à éviter, ça mène à l'évitement beaucoup plus. Le comportement, au moins, est expliqué. On peut se dire, ça, c'est mon explication, je peux comprendre davantage. Mais si on va voir maintenant la différence avec le stress, on voit que le stress de performance qu'on a besoin d'avoir lorsqu'on fait une tâche comme ça, qui demande quand même une certaine quantité d'énergie, il va y avoir une mobilisation des ressources physiques, cognitives, émotionnelles. Et contrairement à l'anxiété, on va avoir un effet focus convergent. Donc, on va savoir un peu plus où on s'en va, ce qui va nous amener à agir, à poursuivre l'action, à poursuivre la synthèse et la lecture. Donc, souvent, ce qu'on va avoir tendance à faire lorsqu'on sent un peu l'inconfort, c'est qu'on voudrait, dans le fond, éviter toute la tâche et on souhaite totalement diminuer, voire enlever cette anxiété. Cependant, ce n'est pas tout à fait réaliste parce que, surtout que si on évite, elle va revenir encore plus fort dans une demi-heure ou le lendemain, lorsqu'on se demande la même tâche. Donc, ce qui serait beaucoup plus réaliste et ce qu'on vous propose, c'est de viser plutôt à apaiser, à diminuer le volume d'intensité pour ramener l'anxiété vers le stress de performance. Avoir un délai va pouvoir permettre de faire ça, plutôt que de se demander d'enrayer le stress et l'anxiété où l'énergie va se perdre davantage. Donc, en résumé, ce qu'on veut viser, c'est justement le stress de performance. C'est ce qu'on vise. C'est celui qui mobilise. On en a besoin aussi pour ne pas décrocher parce que parfois, on peut être sous-stimulé et lorsqu'il y a un manque de stress, on peut décrocher, ce qu'on ne souhaite pas non plus. Alors, pour vous aider maintenant, à travailler, si on veut, surtout lorsqu'on est seul à la maison. On est en lecture, habituellement, on est seul. Donc, la synthèse se fait également en travail individuel. C'est plus difficile de gérer l'anxiété parce que l'environnement ne nous supporte pas autant que lorsqu'on est en équipe, par exemple, ou encore parce que lorsqu'on est dans la classe. Donc, ce qu'on vous propose, ce sont plusieurs outils. Ici, vous avez un lien qui va vous amener à des applications mobiles sur l'anxiété de performance. Ce sont des applications qui ont été... vous allez retrouver avec ce lien-là, en fait, un guide pour choisir votre application préférée. Il y a eu un focus group d'étudiants qui avait été fait en médecine, mais même si ça a été fait en médecine, vous allez voir que vous allez pouvoir vous retrouver dans une ou l'autre des applications mobiles. Ce sont des outils qui peuvent être très utiles à développer. Vous en choisissez un et non seulement ça peut vous aider à trouver une manière de diminuer l'anxiété de performance, mais tout simplement à comprendre lorsque vous êtes mobilisé, lorsque vous êtes davantage dans le stress de performance et que le travail d'organisation et de synthèse et de lecture se fait mieux. Un autre ensemble de stratégies qui vous permettrait peut-être justement de réduire un petit peu le stress, de vous rassurer et puis tout simplement de vous aider dans le développement de ces habiletés d'organisation et de synthèse de l'information. Vous pouvez peut-être travailler à plusieurs, partager, collaborer. Vous pourriez peut-être discuter de vos lectures ou de vos cours avec d'autres étudiants.
Vous pourriez être 2 ou 3 ou jusqu'à 5 personnes, jusqu'à 5 étudiants. Et à ce moment-là, vous pouvez vous questionner en groupe, expliquer certains concepts, certains cas, certaines procédures. Donc, essayer justement de faire ce travail de catégorisation et de synthèse à plusieurs. Vous pourriez aussi compléter vos notes avec celles d'autres étudiants, d'autres collègues, en discuter. Ça vous permettrait aussi d'obtenir une rétroaction sur votre propre prise de notes, vous rassurer notamment, valider ce que vous avez pris en note, valider l'importance des informations que vous avez sélectionnées. Et puis, compléter si jamais vous voyez que, ah oui, c'est vrai, effectivement, j'ai oublié cette information. Donc, ça permet de co-construire les connaissances et puis de développer à plusieurs, comme ça, des habiletés qui ne sont pas évidentes, qu'il faut mettre en place et qui vont prendre du temps à être mises en place. Vous pourriez aussi collaborer donc, pour créer une carte conceptuelle. Donc vous pourriez vous rencontrer après avoir individuellement fait le travail de qualification, de catégorisation de l'information, ce ménage en gros sur quelles sont toutes les informations qu'on m'a données là, dans ce cours ou dans ces lectures, et puis en rendre compte à plusieurs sous la forme d'une carte conceptuelle ou d'une fiche de lecture ou encore d'un tableau de synthèse. Vous pouvez aussi, grâce notamment à Word Online ou Google Docs, prendre des notes à plusieurs. Donc vous pouvez, parce que vous pouvez en fait voir la prise de notes de vos collègues en temps réel. Donc c'est ce qui vous permet peut-être de compléter directement, rapidement pendant les cours, votre prise de notes. Vous pourriez aussi créer ou faire partie d'un groupe d'études. Donc là, ça vous permettrait d'avoir une certaine routine, une habitude justement de collaboration. Donc vous voyez que dans les trois webinaires consacrés donc à la lecture efficace, à la prise de notes efficace et puis à l'organisation et à la synthèse de l'information, vous voyez que en fait on rend compte ici des phases de travail pour les cours. Donc on commence par vouloir comprendre par l'évocation, par la gestion mentale de l'information. Donc on est ici en train de travailler sur nos lectures, d'écouter activement en classe, de réviser nos notes. On est en train donc de gérer, d'essayer chaque semaine de catégoriser, de qualifier cette information donc, par l'évocation en se parlant. On peut donc, comme on l'a vu, se parler de manière individuelle, à voix haute, à voix basse, mais aussi on peut faire ce travail à plusieurs. Idéalement, ce qu'on veut, c'est le faire chaque semaine parce qu'on aimerait que chaque semaine, pour chaque séance de cours, on réussisse à commencer à intégrer la matière sous forme de synthèse. On va essayer de créer comme ça des synthèses sous forme de résumés peut-être, ou de tableaux, de schémas. On veut rendre compte des liens qu'on a été capable de faire ou qu'on nous a donnés lors du cours. On est donc ici encore une fois, en train de vouloir intégrer plus profondément, en train de vouloir s'approprier les connaissances. Ces synthèses vont nous être utiles parce que quand on va arriver à peu près 2 semaines avant l'examen, dans la période de révision, en vue de l'examen, on va réviser nos synthèses. On va commencer par interroger notre mémoire et rendre compte de ce qu'on a réussi à mémoriser et ce qui nous reste à mémoriser ou à consolider. Donc c'est ça qu'on va plus particulièrement réviser pendant ces 2 semaines. Et là, on va vouloir consolider par la réactivation les connaissances et on va utiliser plusieurs stratégies, par exemple la récupération spontanée de l'information. Donc là, je me souviens qu'effectivement, en lien avec ce thème, on avait parlé de tel et tel concept. Pour ce concept-là, voilà ce que je suis capable de dire. Donc on est dans la récupération spontanée ici. On va peut-être aussi utiliser des stratégies mémotechniques, par exemple, utiliser des acronymes pour nous aider à créer des points d'ancrage dans la mémoire, à récupérer peut-être un ensemble, un regroupement d'informations grâce à cet acronyme. Donc en conclusion,
Pour tirer pleinement profit de ces lectures et de ces notes de cours, il faut qu'on réussisse à réinvestir les connaissances développées, c'est-à-dire donc pendant la lecture et la prise de notes, gérer mentalement l'information en vue de sa réactivation et de son réinvestissement, notamment lors de la phase de révision en vue de l'évaluation. Et puis, après la lecture et la prise de notes, mais on veut réinvestir ces lectures et ces notes par la synthèse, le regroupement, la schématisation. C'est là qu'on va vouloir concevoir des cartes conceptuelles, des fiches résumées, des tableaux de synthèse. Toutes ces stratégies, tout ce qu'on va essayer de mettre en place pour justement réinvestir ces connaissances, organiser l'information, synthétiser l'information, c'est ce qui nous permet en fait d'étudier activement, de créer des liens entre les informations, de consolider nos apprentissages. C'est là qu'on s'approprie les connaissances et qu'on va être capable de les réinvestir, notamment dans le cadre des évaluations, même si ces mêmes connaissances sont interrogées d'une manière différente de la manière dont ils ont été présentés lors du cours, par exemple. Il n'existe pas de meilleure façon de synthétiser, c'est à vous de trouver celle qui vous correspond le mieux et celle qui s'adapte le mieux aussi au cours. Donc là, forcément, vous allez avoir une certaine période d'adaptation. Et c'est le moment, en fait, de commencer à réfléchir et de se dire, quel plan d'action je pourrais mettre en place. Donc, vous pourriez identifier 2 stratégies que vous aimeriez expérimenter au cours des prochaines semaines. Et puis, sélectionner peut-être 1 ou 2 lectures ou 1 ou 2 cours pour lesquels vous aimeriez appliquer ces stratégies que vous pensez être pertinentes ou bien adaptées à vos besoins. Lorsque vous expérimentez ces stratégies, n'oubliez pas d'être indulgent envers vous-même. Donnez-vous le temps de les expérimenter et faites des bilans régulièrement, peut-être à chaque semaine, pour voir les ajustements que vous pourriez apporter pour bonifier la mise en place de ces stratégies. Et puis, si vous en ressentez le besoin, bien sachez que nous sommes là pour vous. Le Centre étudiant de soutien à la réussite, donc le César, on est situé au 2101 Édouard Montpetit, au 3e étage. Vous avez ici le lien pour notre site internet et puis notre numéro de téléphone, c'est le 514-343-6736. Donc n'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin, vous pouvez très bien nous consulter à titre d'entrevue individuelle. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis je vous souhaite une bonne fin de journée.